Sur la première, 7h36, la Grande-Bretagne à nouveau frappée par un attentat avant-hier soir à Manchester. Parmi les victimes, on l'a dit, plusieurs enfants et adolescents, ce qui amène de nombreux observateurs à se demander, et on se pose la question avec notre invité tout à l'heure, si les terroristes entendent traumatiser encore davantage l'opinion publique. Mais cette opinion publique traumatisée, l'est-elle vraiment ? N'a-t-elle pas tout simplement définitivement intégré le fait que quel que soit le déploiement policier et sécuritaire, le risque zéro n'existe pas, n'existe plus, et puis ne sommes-nous pas tout simplement entrés en résilience ? À savoir que plus un événement se répète, plus nous avons les moyens de l'appréhender et donc de gérer nos émotions face à lui. Sous-entendu aussi la question du rôle des médias. On va aborder tout ça avec notre invité, le journaliste et écrivain helvético-italien Marcello Foa, qui est administrateur du groupe Corriere del Ticino, cofondateur de l'Observatoire européen du journalisme de l'Université de la Suisse italienne. Marcello Foa, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité en direct de nos studios de Lugano. Le rôle des médias, on va y venir. Mais d'abord, peut-être cette question qu'on soumettait aussi à notre invité psychologue tout à l'heure. Mois après mois, ou quasiment semaine après semaine, les attentats se répètent. Et c'est un sentiment que malgré les horreurs, on a l'impression, peut-être est-ce une impression de journaliste qui côtoie l'actualité chaque jour, mais on a l'impression de s'y habituer. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Un peu oui, parce que malheureusement, vous l'avez dit, de plus en plus qu'on a des attentats, de plus en plus que les gens ont l'habitude, prennent l'habitude, mais aussi il y a un sentiment de fatalité. Est-ce que ça va arriver, et un peu de peur, parce que si on voit même comment les gens changent leurs habitudes. Avant, tout le monde partait en vacances, allait facilement à Paris, à Londres, dans les grandes villes. Maintenant, de plus en plus, les gens s'interrogent s'il faut vraiment partir, s'il y a un danger. Même si les statistiques le démontrent, la possibilité de tomber dans un attentat est vraiment minimale, mais cela ne joue pas comme déterrant, et donc les gens ont quand même peur. C'est vrai que l'expérience le démontre, de plus en plus qu'il y a des attentats, les gens s'habituent, et de plus en plus qu'il y en a, nous, journalistes même, on prend moins d'attention. Le cas de Manchester est différent parce qu'il y a eu des enfants. Oui, ça c'est vraiment horrible, et cela, voilà, je pense que c'est un attentat qui touche vraiment très l'âme de nous tous. Voilà. Quand il y a les enfants, moi j'étais témoin de l'attentat à Beslan, où quand il y a eu des dizaines d'enfants tués, et bien évidemment, quand il y a des enfants, des gamins, tout change. Mais est-ce que combien ça va durer? Est-ce que ça va durer des jours, des semaines ou seulement des heures? Ça, c'est vraiment le problème d'aujourd'hui. Cette fameuse capacité de résilience. Bon, ça, c'est une question que j'adresse aux journalistes et à l'observateur attentif des médias que vous êtes, Marcello Foa. Est-ce que sans les médias, le terrorisme moderne pourrait exister, pourrait même survivre? Non, nous, paradoxalement, nous, les médias, on est visés prioritairement par les terroristes. Les terroristes veulent que nous, on parle de leurs actions. Et il y a une question de fond. Si vous voyez l'histoire des terrorismes, par exemple, on prend les Brigades Rouges ou la Route Armée Fraction dans les années 70. Les gens qui ont plus de 40 ans se rappellent très bien de ça. La bande Abadère, oui. Voilà. Alors là, à cette époque, on savait que ces groupes-là voulaient renverser l'État, voulaient imposer un nouveau régime qui n'était pas démocratique, qui était un régime communiste. Donc il y avait un but très clair et ils pensaient de pouvoir y arriver. Quel est le but réel, concret des terroristes d'aujourd'hui? Même, on doit aussi se poser si on connaît vraiment les terroristes qui font ces attentats. Et ça, c'est une question de fond très dramatique parce qu'on ne connaît pas vraiment notre ennemi. Et cela change tout parce que tout devient irrationnel et même la prévention devient très compliquée. On ne connaît pas l'ennemi, on ne connaît pas contre quoi il se bat. On va d'ailleurs, par rapport au rôle des médias, réécouter un témoignage recueilli par notre envoyé spécial à Manchester, Katia Scher, témoignage qu'on a entendu une première fois à 6h30. On va réécouter, c'est un jeune homme qui habite Manchester. Je pense que les médias survalorisent les choses. S'il n'y avait pas les médias, les gens se soucieraient moins de ces choses. Les médias mettent tout le monde sur les dents. Ils donnent le pouvoir aux terroristes. Les caméras leur donnent les feux de la rampe, leur temps de télévision. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, les médias donnent le pouvoir aux terroristes. Marcello Foa, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais est-ce qu'on a une alternative? Est-ce qu'il faudrait rien dire sur l'attentat de Manchester? C'est pas faisable. Si on faisait ça, tout le monde crierait à la censure. Et donc, je pense que là, être journaliste pendant ces minutes-là, ces événements-là, c'est vraiment difficile parce que ça touche notre responsabilité. Je pense que nous, il faut qu'on informe sans trop charger d'émotions notre façon d'informer. Quelle est la limite? C'est toute la question. Et d'ailleurs, on se la pose aussi en rédaction tous les jours, toutes les heures. Quelle est la limite entre l'information légitime et l'effet pervers de la surexposition émotionnelle? Comment placer la limite? Vous avez une réponse à ça? Non, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Non, je pense que la professionnalité, le bon sens, l'intuition des journalistes, elle est fondamentale. Je pense que parfois, il ne faut pas montrer certaines images. Mais moi, ça c'est intéressant, pas montrer certaines images? Oui. Et quand elles sont trop cruelles, non, parce qu'il y a un sens de voyeurisme qui, malheureusement, touche tout le monde, touche le public. Vous voyez, quand il y a un film sur YouTube où il n'y a pas de filtre, qui est un peu hors les règles, il fait tout de suite des millions de visualisations. Et donc, la télévision, surtout, a toujours encore un pouvoir énorme. Moi, je suis pour ne pas montrer des cadavres, pour ne pas montrer trop de sang, pour ne pas... Sur ça, il faut vraiment un peu se contrôler parce qu'autrement, on fait vraiment le jeu de terrorisme et ça ne rajoute rien à la dramaticité de l'événement qu'on couvre. Mais vous parlez de YouTube, alors qu'il y a des règles, évidemment. C'est un canal, Dieu sait, beaucoup fréquenté de diffusion de l'information. On ne peut pas interdire YouTube. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que ce soit moins viral ou viralisé? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il faudrait des chartes éthiques encore plus pointues pour arrêter de diffuser ça en boucle. Vous avez des pistes? Et ça, c'est le problème qu'on se pose si on fait trop... Après, il y a le problème de la censure. Disons qu'en prétendant qu'on veut éliminer certaines images trop choquantes, on peut même éliminer certaines opinions trop choquantes. Et là, c'est vraiment difficile. YouTube, elle a des règles, elle est efficace dans la façon où elle termine certaines émissions illégitimes. Et ça, c'est vraiment un thème très important parce que ça touche un problème de fond. Écoutez, là, on est dans la Suisse romande, la télévision publique. Moi, je suis le PDG d'un groupe... oui, pardon. Mais filmé. Radio filmé. Mais on est aussi à la télévision sur RTS1, vous avez raison. Voilà, alors les doubles, voilà, on est dans la multimédialité. Moi, je suis le PDG d'un groupe au Tessin. Tout le monde nous connaît, on a des règles suisses qu'on respecte et il y a des lois suisses qu'on respecte. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, quelles lois ils respectent? C'est les lois américaines? Pas tellement. C'est les lois internationales? Il n'y en a pas. C'est les lois qu'eux-mêmes se posent. Et cela pose un problème de fond. Est-ce que cette liberté internationale, elle est vraiment telle? Elle est bien utilisée? Elle est mal utilisée? Si on a une plainte à poser contre YouTube, Facebook ou Twitter, où est-ce qu'on va? Qui juge? Moi, j'ai eu des confrères qui ont vu s'effacer leur profil Facebook seulement parce qu'ils ont posté 20 secondes d'un concert. Ils étaient en concert, avec le petit portable... C'est des questions de droit d'auteur, ça, en l'occurrence, oui. Oui, mais est-ce qu'on est très dur sur le droit d'auteur? Et puis peut-être que souvent, on sait très bien que des images de terroristes passent facilement. Il y a des jours ou des semaines avant qu'ils soient effacés. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas des lois nationales auxquelles ces grands networks internationaux répondent vraiment. On est très dur sur les droits d'auteur parce que c'est des questions économiques et qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. On est moins dur sur des questions de morale publique. C'est ça le constat? Oui, exactement. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Il faudrait des Nations Unies, des réseaux sociaux, mais ça ne marcherait pas forcément. On sait bien qu'un groupe comme YouTube, Google en l'occurrence, est supérieur à tout cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enseigner aux jeunes étudiants en journalisme, éduquer le public aux médias? On ne peut pas faire beaucoup plus, non? Non, mais puis surtout qu'à poster les vidéos les plus choquantes ne sont pas souvent des journalistes, c'est souvent des gens normaux. Moi, je pense que peut-être qu'il faudrait ramener tous ces grands networks internationaux sous la loi de chaque État. Disons que pour rentrer dans l'Internet chez nous, il faudrait qu'ils respectent les lois de chez nous. Mais ça veut dire qu'on pourrait les bloquer s'ils ne le respectent pas, ce que pratiquent certains pays plutôt tournés vers la dictature. C'est assez compliqué de bloquer un site en Suisse ou bloquer un site en France. Vous
Vous voyez ce que vous voulez dire? Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire que toi, YouTube suisse, il devrait y avoir un YouTube suisse, un YouTube aux États-Unis, un YouTube Allemagne. Et ce YouTube-là doit respecter les mêmes règles que vous et moi, on respecte. Ça, c'est une idée que je vous pose comme ça. C'est vraiment difficile de trouver une réponse. Mais on la relayera auprès de spécialistes, cette idée-là. Voilà. Ouais. Mais Marcello Foa, les réactions, parce que c'est un couple, hein, c'est le couple média-opinion publique, les réactions conjointes de ce couple média-opinion publique viennent aussi souvent conditionner les réactions des politiques, des responsables politiques qui se sentent obligés de répondre à cette demande. On dit que c'est l'actualité qui dicte l'agenda des politiques et qui surenchérissent. Comment freiner ça, si possible? Comment casser cette spirale négative? Oui, mais moi, si vous voyez par exemple ce qui se passe, il y a deux effets. Il y a un effet direct et indirect. L'effet direct, c'est que quand il y a un grand choc, tout le monde pense, par exemple, quand il y a eu l'attentat sur les Champs-Élysées avant le premier tour des élections françaises, tout le monde disait... Le policier abattu, oui. Voilà, tout le monde disait, Marine Le Pen va gagner, elle va arriver première. Et puis ce n'était pas le cas, parce que les spécialistes savent très bien qu'en général, quand il y a un acte de terrorisme, la réaction n'est pas de l'électorat du public, n'est pas de tomber vers les plus extrêmes, mais c'est de se recueillir autour des autorités. À ce moment-là, Emmanuel Macron était vu comme l'héritier de l'autorité nationale. Et donc, il a gagné quelques points par rapport à Marine Le Pen, qui a perdu quelques points. Alors, vous voyez que les effets de ces attentats n'est pas toujours celui qu'on imagine le plus facilement. Et puis, bien évidemment, il y a une tendance dans certains politiciens de suivre en toute rapidité quel est le sentiment, comme on dit les Anglais, sur les réseaux sociaux. Ce qui peut être un peu mené à des conditions, à des positions qui ne sont pas toujours les meilleures. Et je pense que la gestion de la communication publique par un politicien doit aussi rentrer dans la gestion aussi des social media et savoir filtrer pour avoir une attitude bonne, meilleure, voilà. Alors s'il y a un politicien, enfin est-il politicien? Il est président des États-Unis, il est politicien par de facto, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, c'est Donald Trump, qui a déploré hier par rapport à Manchester le fait, je cite, que tellement de jeunes gens magnifiques, c'est son tweet, vivants, aimant la vie, aient été assassinés par des losers malfaisants. Comment vous, spécialiste des médias, observateur des médias, Marcello Foa, vous avez pris ce tweet présidentiel américain? C'est un tweet de M. Trump. Alors, M. Trump, il continue à utiliser le Twitter comme il a fait pendant la campagne électorale, ce qui est une première au monde. Ce qui se passe, c'est que, en principe, quand un politicien est élu président, il n'a plus le temps de gérer ses social media. Et ce sont des gens des communicateurs professionnels qui prennent la suite. Et donc, chaque mot est calibré afin de ne pas susciter des réactions inappropriées. Donald Trump, il se sent, d'un côté, il gère lui-même, apparemment, ce que on sait, par exemple, il ne fait pas trop de confiance à son service diplomatique, donc il pense que la diplomatie personnelle est plus efficace que la diplomatie du département d'État, mais en général, il se sent sous attaque par les médias américains, et donc il a tendance à éviter de parler par leur intermédiaire. Donc il a tendance encore à parler par tweet, par Facebook, et on le sait très bien que quand on agit d'impulsion, souvent le résultat n'est pas celui qui est le plus optimal. Voilà. Oui, il est en campagne permanente, il est encore en campagne alors qu'il est élu depuis quelques mois. Pour Donald Trump, la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre les différentes religions. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, mais même si il faut rappeler que ce n'était pas sa position dans la campagne électorale. Là, voilà, là aussi, il a changé d'avis, oui. Oui, il a changé d'avis. Et évidemment, ça ne doit pas être une bataille de religion. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, contre l'islam, ça, je pense, c'est pas correct envers l'islam. Il y a un problème avec une partie de l'islam. Et par exemple, un thème qui n'a pas été abordé d'une façon, selon moi, correcte, c'est le fait qu'il y a des États comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui, en financier, et peut-être financent encore l'ISIS, Daesh, oui.
Daesh. Le groupe État islamique. Oui. Alors ça, c'est un problème qu'il faut aborder. Et il faut aborder parce que c'est inutile qu'on fasse des accords avec eux, qu'on achète leur pétrole, si après l'argent qu'ils gagnent avec notre argent, ils vont financer les terroristes. Après, nous, on se plaint qu'il y a des morts à Manchester ou à Paris. Et là, c'est un court-circuit qui, malheureusement, je veux dire que les médias en général ont tendance à un peu traiter comme un aspect marginal. Et selon moi, c'est un aspect central si on veut vraiment résoudre le problème du terrorisme. On en parlait encore précisément de cette question-là hier matin avec notre invité spécialiste de l'Iran. Justement, M. Trump veut isoler l'Iran n'étant pas a priori derrière le financement de ces groupes terroristes, mais l'Arabie saoudite, oui. On était exactement en train d'en parler hier matin sur cette antenne à la même heure, Marcello Foy. Voilà. Bon, Donald Trump. Alors, il en est question dans la NZZ, Sandra Zimmerli, vous l'avez lu ce matin, et on va commenter tout ça ensuite après avoir résumé l'article. Si les faiblesses de M. Trump sont de plus en plus apparentes, ses visions économiques n'en font pas partie. Oui, après les années de régulation juridique de l'administration Obama, un peu plus de sens des affaires ne fera pas de mal aux États-Unis. Pour l'éditorialiste de la NZZ, il est grand temps de baisser cet impôt record appliqué aux entreprises actives dans l'OCDE de 35 à 15%. Cela n'aura guère d'effet sur les rentrées fiscales et évitera surtout que les sociétés américaines déposent leurs lingots à l'étranger ou changent carrément de domicile fiscal. Les coupes prévues dans le subventionnement de l'agriculture et dans le social sont également à saluer, selon notre confrère. Mais pour que tout cela réussisse, il faudra que Donald Trump s'en occupe plus sérieusement. Sinon, les prochaines élections arriveront avant que quoi que ce soit ait changé. En dehors de la question du terrorisme, Marcello Foy, quel regard portez-vous sur ces 5 premiers mois de présidence ? Je vois un M. Trump qui a changé. Selon moi, il a été forcé à changer. Disons que si vous allez réécouter les discours qu'il a fait les jours de l'inauguration, si vous allez écouter, par exemple, certains analystes qui ont fait ses collaborateurs les plus proches, il y avait un projet d'une Amérique différente par le passé. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que M. Trump, il a en grande partie abandonné son programme. Il essaye de se réaligner et surtout en politique étrangère, on le reconnaît plus tellement. Et dans la politique économique, moi, j'ai un jugement mixte. Par exemple, le fait qu'ils lui disent il faut qu'on prenne des mesures pour faire en mesure que les entreprises américaines restent aux États-Unis, je pense que c'est un choix légitime, même sage d'une certaine façon. Mais quand j'entends qu'ils coupent les programmes sociaux à une Amérique qui a un taux de pauvreté très élevé, je suis très préoccupé parce que je ne pense pas qu'en levant les très peu d'assistance que les Américains ont, ça va résoudre les problèmes des États-Unis. Et en plus, quand on entend qu'il augmente à 10% les dépenses militaires, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas cohérent avec ce qu'il avait proposé pendant la campagne électorale. Mais vous lui avez quand même prêté une certaine sagesse, une certaine légitimité des choix. Il y a un instant, Marcello Foy, oui. Pour vous, on fait une lecture trop réductrice. Les médias peut-être font une lecture trop réductrice des aspirations de M. Trump. Non, disons, si on élargit le regard, on voit clairement que la politique américaine, où on a eu des présidents démocratiques et républicaines, il y a un point de fond. Disons que les partis démocratiques et républicains sont tous les deux membres de l'establishment américain. Cela veut dire que sur certains choix importants, politique économique, politique étrangère, politique de défense, il y avait malgré tout un consensus très fort. Donc il y avait une continuité entre, par exemple, Bush père, Clinton, Bush fils, M. Obama, et donc tous les présidents et les candidats sortaient de cet establishment. Donc, soit qu'il y avait un président de droite ou de gauche, au fond, les intérêts de l'establishment n'étaient jamais touchés. Ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est qu'en campagne électorale, lui, il a vraiment osé mettre en question cet consensus, parce que lui, même s'il est un milliardaire, ne sort pas de cet establishment. Et il osait proposer un rôle moins important des États-Unis dans le monde. Et cela a provoqué une émotion et provoque encore aujourd'hui une forte réaction contre Donald Trump. Il est encore en lutte contre cet establishment, oui, malgré le fait qu'il soit président ? Ah oui, de plus en plus. Disons qu'en politique étrangère, selon moi, il s'est totalement réaligné à l'establishment, mais dans d'autres dossiers à l'intérieur des États-Unis, on le voit par le Russiagate, par les services secrets, il y a une lutte féroce contre lui. Et l'impeachment, vous y croyez ? On sait que ça s'est très peu produit dans l'histoire américaine. Ce serait Mike Pence, le vice-président, qui serait désigné. Là, ce serait quoi, le retour à une vieille politique américaine ?
Moi, je pense que l'impeachment ne peut pas être exclu. Et je pense que Mike Pence est beaucoup plus introduit dans l'establishment que M. Trump. Oui. Tiens, autre président tout neuf, Emmanuel Macron, qui est à l'honneur ce matin, dans le journal Le Temps, Valérie Droux, qui lui consacre un hors-série, mais avec des articles anciens. Enfin, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Un hors-série qui reprend donc une sélection des nombreux articles parus dans le quotidien ces derniers mois. Un éditorial explique cette démarche avec ce titre « La France, Emmanuel Macron et nous ». C'est d'abord pour ses lecteurs, explique Le Temps, les Suisses qui quotidiennement commentaient et s'interrogeaient sur l'état de la France, les Français aussi qui saluaient le regard moins partisan du journal. Mais c'est aussi parce qu'avec cette campagne et cette élection, la France s'est rapprochée de la Suisse, une Suisse diamétralement opposée sur le plan du fonctionnement politique à la France, mais une Suisse qui n'aura jamais été autant citée ou prise en exemple. Droit du travail, apprentissage, votation, comme si un certain modèle suisse s'était imposé dans les débats. Et même en restant drapé dans sa tradition propice aux hommes providentiels, bien plus qu'aux présidents normaux dont l'Helvétie a le secret, eh bien la France s'est donc rapprochée de nous, conclut l'éditorial. Est-ce que la France s'est rapprochée de la Suisse avec l'élection de M. Macron? Qu'en dites-vous, Marcello Foy? Bon, je pensais trop tôt pour dire ça. Il faut voir dans les mois à venir. Il faut vraiment voir la Suisse, quelle importance a pour M. Macron. Je pense une importance marginale. Il a d'autres soucis à résoudre. À propos d'establishment, il s'est présenté comme le candidat anti-système. L'est-il vraiment? Non, ma réponse est très nette, non, il n'est pas. Je pense que l'establishment a été très brillant. Donc, c'est un produit de l'establishment, selon vous? Oui, totalement, oui. Écoutez, tout simplement, vous allez écouter M. Jacques Attali, qu'il y a une année, dans l'avril 2016, interviewé par une télévision française, disait à l'époque, le président français sera quelqu'un qui n'est pas connu par les publics, et j'imagine bien M. Emmanuel Macron ou M. Bruno Le Maire. Et vous voyez ce qui s'est passé par la suite. Et donc il disait, on va lui donner les programmes et la structure pour arriver à l'Élysée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'establishment français, et je pense même l'establishment européen, que vu le succès de la Brexit, vu la montée des formations populistes, et vu le succès de M. Trump aux États-Unis, c'était l'alerte rouge. Et c'est l'antidote, quoi. C'est l'antidote, c'est le contrepoison. Ouais. Et donc ils ont trouvé M. Macron qui sortait de l'establishment, était ministre de l'économie et tout ça, et ils l'ont lancé avec un mouvement nouveau, en marche, très bien étudié, et avec une rhétorique qui était gagnante. Mais dans le fond, M. Macron est le successeur légitime, même idéologiquement, de M. Hollande. Et donc c'était une opération très brillante, mais moi je ne crois pas que c'est le nouveau. Voilà. Alors, un dernier article, mais on va le commenter très brièvement parce qu'on n'a déjà plus le temps. Pourquoi est-ce qu'on doit encore lire les journaux? Grande question dans la NZZ, Sandra. Oui, c'est qu'après la baisse des recettes publicitaires, encore plus marquée dans la presse écrite payante que dans les gratuits, du développement de Facebook, Twitter et autres concurrences sur le web, voilà qu'en apparaît une nouvelle, le corporate storytelling, autrement dit les entreprises qui créent leur propre unité de communication. Alors un exemple, le siège de la Mobilière à Berne, l'assurance y a créé un newsroom, une véritable rédaction à l'image de celle qu'on trouve dans tous médias. Sa mission, réagir immédiatement à toute breaking news. Alors aujourd'hui, pour survivre, la presse indépendante, payante, économique en l'occurrence, n'a qu'une solution, la qualité. Le corporate storytelling, on appelait ça la communication d'entreprise au XXe siècle. Ça va tuer les journaux, Marcello Foy, en 30 secondes. Malheureusement, après, on doit se quitter. Oui, non, j'espère que non, mais c'est un problème sérieux parce que je pense que le futur des journaux, c'est que les lecteurs doivent payer pour une bonne information. La publicité va de plus en plus sortir. On a vraiment des problèmes de fond très importants qu'il faudra qu'on résoudre. Mais le Corriere del Ticino est menacé par le corporate storytelling? Non, mais on est menacé aussi par la baisse de la publicité, évidemment. Comme partout ailleurs. Oui. Pardon, voilà, on doit se quitter. C'est une question qui amènera une plus vaste réponse, comme beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Marcello Foy. Vous êtes administrateur du groupe Corriere del Ticino, cofondateur de l'Observatoire européen du journalisme de l'Université de la Suisse italienne. Merci d'avoir été notre invité en direct de Lugano. Merci.